Il y a 2 semaines, lorsque j'ai reçu une invitation sur YouTube m'invitant à assister à la remise du prix littéraire du Sofitel dédié aux livres étrangers à la catégorie roman et essai, comment vous dire que j'ai pas trop cru en fait à l'invitation. J'ai été en fait très suspecte et très surprise pendant plusieurs jours, mais finalement c'était bel et bien réel. J'ai effectué ma petite recherche pour voir en fait qui sera présent à l'événement et j'ai du coup compris qu'en fait les lauréats des 2 prix étaient déjà nommés et avaient déjà été dévoilés fin octobre, et j'ai été encore plus étonnée de voir que le prix existe depuis les années 40, et j'ai été encore doublement surprise quand j'ai appris que le lauréat dans la catégorie roman de cette année est un auteur vietnamien. Je me suis dit que là ça pouvait pas être une coïncidence quoi, voilà, que le Vietnam était en train de m'appeler de différentes manières et de toutes les manières possibles et imaginables. Et en plus, les romans qui étaient en lice en fait pour remporter le prix littéraire, il y en avait énormément qui étaient dans ma wishlist et que je voulais lire absolument, notamment justement Le Sympathisant de Viet Thanh Nguyen qui a été le lauréat cette année, notamment le dernier Margaret Atwood, notamment le livre de Colson Whitehead, et encore celui de Aravinda Adiga dont j'avais beaucoup aimé Le Tigre Blanc, etc. etc. Ensuite, dans la catégorie essai, il y avait 2 romans, enfin il y avait 2 essais. Un que je connaissais à travers Tricky, je vous mettrai la couverture ici, et un autre que je ne connaissais pas du tout et qui finalement a été le gagnant cette année. Il s'agit de Retour à Lemberg de Philip Sands. Et donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler essentiellement de ces 2 livres que j'ai lus et pour partager avec vous aussi quelques séquences de cette soirée de la remise des prix littéraires. La vidéo sera donc répartie en 3 parties. Il y aura une première partie de séquence vidéo par rapport à cette soirée-là avec un peu de musique, tout ça, où je ne vais pas trop parler. Et ensuite, je vais vous retrouver pour vous faire ma présentation à moi et pour vous donner mon avis à moi par rapport à ces 2 lectures qui, je vous le dis déjà, ont été excellentes toutes les 2. C'est une vidéo qui est sponsorisée clairement par le groupe Sofitel, en tout cas par Sofitel Paris, Faubourg, mais mes avis restent miens, mais je pense que je n'ai pas besoin de le préciser. Et si j'avais pas aimé les livres, ben je vous aurais dit que je les avais pas aimés. Voilà. De toute façon, je pense que ça se voit sur ma gueule suffisamment quand j'adore un livre et quand je suis clairement ennuyée. Ensuite, la 3e partie de cette vidéo, ben, je vais vous mettre en fait ce que j'ai enregistré du discours qu'a donné notamment Viet Thanh Nguyen au moment où il a reçu son prix, et également un petit bout du discours de Philip Sands si ça vous dit de les écouter, et je vous recommande 1 million de fois de les écouter tous les 2, mais surtout le discours de Viet Thanh Nguyen qui a parlé du processus d'écriture de son roman et de l'écriture en général dans sa vie, et ça a été un excellent discours. Il parlait en anglais et il y avait une femme avec lui qui faisait la traduction en français, donc vous pouvez écouter le discours dans les 2 langues. Voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure.
excellent, ça a été magnifique, c'était magique, c'était féerique. Franchement, du début jusqu'à la fin, merci beaucoup Sofitel parce que l'accueil a été au top et il y a eu pas mal de surprises au fil de la soirée, notamment le chocolat offert le soir, directement dans la chambre, et bon, en fait tout le service a été excellent du début jusqu'à la fin. La rencontre avec les auteurs a été au-delà de mes attentes. Et si j'ai un tout petit regret aujourd'hui, c'est celui de ne pas avoir pu lire le livre de Philippe Sainte avant d'avoir rencontré l'auteur, parce que je pense qu'il est sûr et certain que je lui aurais beaucoup plus parlé si j'avais lu son livre avant, mais malheureusement je ne le trouvais pas au Maroc, donc tant pis, je l'ai lu après. On passe à mes avis sur mes deux lectures. Alors le premier c'est Le Sympathisant de Viet Thanh Nguyen. Ceux qui ont regardé mon bilan du mois de novembre, vous avez déjà une idée sur mon avis par rapport à ce roman, mais je vais le reprendre ici d'une manière différente. Donc Le Sympathisant de Viet Thanh Nguyen, c'est le premier roman de l'auteur. Il avait déjà écrit des essais avant. C'est un auteur vietnamien mais qui est parti aux États-Unis très tôt. Ses parents avaient quitté le Vietnam quand il était encore enfant et du coup il a quasiment vécu aux États-Unis. Aujourd'hui il est professeur dans une université américaine. Les Sympathisants, c'est un roman qui lui a pris énormément de temps pour l'écrire. Il me semble que ça lui a pris 20 ans. Il ne s'attendait pas du tout à ce que ça lui prenne autant de temps, mais finalement je pense que ça a été aussi une sorte d'introspection. C'est l'histoire d'un espion communiste, d'un espion vietnamien communiste qui du coup en fait il fait semblant d'être du côté des Américains, mais justement pour espionner pour le compte du parti communiste au Vietnam. Le roman commence d'une manière très attachante tout de suite, puisque le personnage commence en se présentant, en nous disant qu'il est espion et qu'il a une particularité, c'est qu'il est un petit peu qu'il a un petit peu une double face et qu'il a la particularité de pouvoir, d'être capable de voir n'importe quelle situation de deux points de vue différents, et que c'est sa force et en même temps sa faiblesse. C'est un roman qui est très intense et pourtant ça se lit très vite. En fait c'est vraiment un page turner, le style est très bien, il y a beaucoup d'humour, on pourrait s'attendre à une ambiance pesante parce que ça va parler quand même de la guerre du Vietnam, mais d'un point de vue très particulier, notamment d'un point de vue d'un intellectuel asiatique et américain contemporain. Et ça a été vraiment excellent, et la grande valeur ajoutée de ce roman pour ma part, ça va parler de la culture du Vietnam, du vécu, de l'expérience d'un émigré vietnamien aux États-Unis. Ça va parler de la guerre, mais ça va parler aussi de l'après-guerre. Ça va parler des remords un petit peu de tous ces Vietnamiens qui ont fui le Vietnam au moment où ils étaient en train de perdre la guerre et où les communistes étaient en train de prendre le dessus. Pendant notre lecture, on se pose quand même la question, est-ce que l'auteur est pro-communisme ou anti-communisme, mais finalement après la réponse devient très évidente, je pense, et il suffit de lire un petit peu ses tweets pour avoir une idée claire sur sa position par rapport au sujet. Puis de toute façon, vu qu'il vit aux États-Unis, c'est un petit peu clair, mais n'empêche que c'est vrai que je me suis posé la question pendant ma lecture, et de toute façon on peut toujours, on arrive rarement à nous empêcher de nous poser la question à chaque fois quand on lit une fiction, quelle est la part de fiction et quelle est la part du réel dans le récit. Là, à la fin du roman, il nous dit clairement qu'il y a énormément de choses qui sont réelles. Il a fait beaucoup de recherches, il cite ses sources et sa bibliographie à la fin du roman. Donc c'est un livre qui est vraiment bien travaillé. Il y a beaucoup d'humour. Viet Thanh Nguyen est un auteur qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais du tout, que ce soit dans ce roman-là ou dans la vie réelle, et moi j'adore ça, et du coup là il n'épargne pas du tout les Américains, il y descend pas mal. J'ai lu tout à l'heure qu'en fait sur les 13 ou les 14 maisons d'édition à qui il avait envoyé son manuscrit, toutes l'avaient refusé sauf une seule, et du coup il s'était posé pas mal de questions à ce moment-là. Est-ce que ce n'était pas ce à quoi les maisons d'édition s'attendaient, ou est-ce qu'il y avait des choses qui les dérangeaient, est-ce qu'il pensait que ça allait pas pouvoir se vendre, etc. Et là en fait j'en parle parce que je me dis que peut-être parce qu'il avait descendu les Américains un petit peu trop, que finalement son manuscrit n'avait pas été accepté, mais bon je pense pas vraiment que ce soit pour ça. Et donc c'est un roman qui va parler de beaucoup de choses, et ça parle en fait
Ça va vraiment du personnel jusqu'aux aspects très généraux, parce que dans un sens en fait ça parle beaucoup, on est beaucoup dans la tête et dans la psychologie du personnage principal, mais en même temps on a toujours ce regard et cette vue d'ensemble sur la situation d'ensemble en fait, que ce soit la situation politique, que ce soit la situation historique en fait, vu qu'il va nous parler un petit peu de différentes périodes. Et c'est un roman qui va aller jusqu'à atteindre un niveau très philosophique vers la fin. Au début on rit pas mal, à la fin ça devient un peu moins drôle, il y a des scènes de torture qui vont pousser un petit peu en fait le personnage principal à l'extrême jusqu'à le forcer à avouer quelque chose, jusqu'à le forcer à réaliser, à prendre conscience de quelque chose. Et à la fin, quand il en prend conscience, on est clairement dans un débat philo, un débat existentiel que le personnage a entre lui et lui-même. C'est également pas mal de questions sur la guerre, sur l'utilité de la guerre, etc. Sur sa nécessité en fait, ou pas. Et ce qui était génial en fait, c'est que ce personnage-là qui arrive à voir à chaque fois la situation des deux façons, des deux côtés, il nous montrait beaucoup à quel point les deux camps ennemis, finalement ils se battaient pour la même chose. Et que finalement quand on regardait de près leurs discours, c'était exactement les mêmes. Les deux, que ce soit les communistes ou les capitalistes, les deux voulaient parler de libérer leur pays. C'était tous les deux des Vietnamiens en fait, parce que le Vietnam pendant la guerre ça a été un petit peu séparé entre le nord et le sud. Il me semble que c'est au nord où il y avait les communistes et les Américains étaient au sud. Et finalement c'était les militaires vietnamiens, c'était les deux. Il y avait des Vietnamiens qui étaient pro-États-Unis, il y avait des Vietnamiens qui étaient 100% communistes. Et donc ça a été très intéressant de voir qu'au fond, ils se ressemblaient et qu'au fond, ils se battaient presque pour la même chose et ils étaient en train de s'entretuer pour la même chose. Et ça a été une très 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 belle image. Voilà. Donc pour moi, ça a été une excellente lecture, une de mes meilleures lectures de cette année et une de mes meilleures lectures de toujours en fait. Et voilà, j'ai été vraiment ravie de l'avoir lu maintenant et j'ai été encore plus comblée en fait d'avoir pu rencontrer l'auteur. C'est une rencontre que je n'oublierai jamais. Donc voilà, merci de m'avoir donné cette occasion-là. Et là, je suis très impatiente de vous parler de Retour à Lemberg de Philippe Sands. Je l'ai fini hier, c'est un essai. Philippe Sands est un auteur britannique, franco-britannique, qui vit aujourd'hui en Angleterre. C'est un avocat international qui est spécialisé dans tout ce qui est crime contre l'humanité, tout ce qui est génocide. Il traite énormément de cas de pays, le Rwanda, la Syrie, énormément de cas comme ça. Et en fait, tout commence... il a commencé son livre en 2010, donc ça lui a pris 6 ans pour l'écrire. Ça m'intéresse toujours en fait de voir la durée qu'a pris l'écriture d'un livre à ces auteurs. Je trouve que c'est assez révélateur et c'est toujours intéressant à savoir. Bref, donc en fait tout a commencé quand l'auteur a été invité pour donner une conférence au sein d'une université de droit à Lviv en Ukraine. Et tout a commencé par là en fait parce que son grand-père vivait dans cette ville-là. Et son grand-père, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale, il a échappé au camp, etc. Son grand-père était juif, je pense que lui-même est juif, je ne sais pas. Et son grand-père était quelqu'un qui était très fermé, qui refusait en fait totalement de parler de cette période-là de la Seconde Guerre mondiale. Et que lui, en fait, il avait toujours ressenti qu'il y avait une part de son passé qui manquait et il avait voulu mener un petit peu l'enquête pour avoir plus d'informations sur la vie, sur le passé de son grand-père. Mais finalement, il a commencé à réaliser qu'il y avait énormément de coïncidences. Notamment, la principale est que deux grands juristes qui sont à l'origine de énormément de choses capitales. Les deux juristes ont vécu dans la même rue à peu près que son grand-père et que leurs destins se sont entrecroisés pas mal. Et du coup, il s'est intéressé aussi aux deux juristes. Les deux juristes, le premier s'appelle Lanterpacht et le deuxième s'appelle Lemkin. Alors, cet essai-là a été très instructif pour moi. Je n'ai jamais lu d'essai de ce genre.
pas sur la Seconde Guerre mondiale, mais plus sur le rôle du droit et des lois pour essayer de régler des situations conflictuelles, notamment des situations de guerre. Et là, ça a vraiment été une réelle découverte pour moi et je ne l'aurais très probablement jamais lu si ça n'a pas été pour cette occasion-là. Voilà. Donc il va mener en fait un petit peu son enquête sur les deux juristes et leur particularité, c'est que l'Enterpact a été le premier à parler de crimes contre l'humanité et il a passé toute sa vie à lutter pour que cette notion-là soit reconnue juridiquement et pour que des gens en fait soient punis pour crimes contre l'humanité. Lemkin, c'est celui qui a le plus insisté pour que le génocide soit reconnu comme crime et que d'ailleurs il en parlait comme étant le crime des crimes et pour qu'il soit puni. Quand on voit la chose comme ça, en fait, on se dit que les deux étaient en train de se battre pour la même cause et c'est un petit peu le cas, c'est un peu vrai, sauf que en réalité c'était deux juristes qui étaient rivaux et qui étaient en train de chacun essayait d'imposer son point de vue comme si les deux ne pouvaient pas coexister en fait. L'Enterpact, en parlant de crimes contre l'humanité, il insistait beaucoup sur le droit individuel. Il disait que le droit individuel doit primer sur tout et qu'une personne, on s'en fout du groupe auquel elle appartient, mais elle doit être protégée quel que soit le groupe auquel elle appartient. Lemkin n'était pas d'accord et disait que non, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, les gens ont été tués non pas pour leurs caractéristiques individuelles, mais ils ont été tués parce que justement ils appartenaient à un groupe, notamment ici les juifs, et que c'est pour ça que le génocide était beaucoup plus important que la notion de crime contre l'humanité et qu'il fallait que les États et que les gens soient punis par rapport au génocide. Donc là, ça a été vraiment excellent à lire, j'ai beaucoup appris, j'ai découvert énormément de choses, énormément de notions, j'ai découvert tout un monde. C'était super intéressant de voir comment l'Enterpact essayait de limiter le pouvoir de l'État et de faire que l'individu en fait soit plus prioritaire que l'État et qu'il puisse être protégé même quand c'est son propre pays qui commet des barbaries et des cruautés envers son peuple. Voilà, parce que apparemment ça n'a pas toujours été le cas et qu'il n'y avait pas de loi dans ce sens et qu'un pays pouvait maltraiter ses citoyens, il en avait le droit. Voilà, donc il y avait pas mal de choses choquantes quand même dans ma lecture. Ça a été aussi très intéressant de réaliser que la Seconde Guerre mondiale était une guerre menée par l'Allemagne contre des peuples finalement. Et c'est vrai, mais j'y ai jamais pensé en fait. Que ça a été une guerre qui était dirigée contre le peuple et non pas c'était pas des militaires contre des militaires, mais c'était essentiellement des civils qui étaient tués. Dans cet essai-là, il y a 4 personnages principaux, il y a ces deux juristes-là, il y a le grand-père Léon de l'auteur et il y a un nazi qui s'appelle Frank Hans. Qui a été l'avocat d'Hitler, il a été son représentant, il a dirigé la Pologne au moment où il avait été envahi par l'Allemagne. C'est un être exécrable qui avait toléré que des millions de juifs soient tués sous ses ordres. Et au moment où il est arrêté, on assiste en fait au moment où il passe devant le tribunal. Et c'était aussi un moment très fort et très intéressant de voir comment cette personne va réagir à ce moment-là. Est-ce qu'elle va se sentir coupable? Est-ce qu'elle va pas se sentir coupable? Ou est-ce qu'elle va essayer de se réfugier? Comment elle va essayer en fait de se sauver un petit peu elle-même face à elle-même parce que elle était un petit peu sur le point de devenir folle face à ses péchés entre guillemets. Et ça aussi ça a été super intéressant à lire. C'était un moment très fort, le moment où ils ont annoncé sa condamnation à mort par la corde. Et même si c'est un être exécrable et qui le méritait clairement, ça a quand même été un moment, en tout cas moi ça m'a fait quelque chose et je sais pas si j'ai eu pitié de lui mais c'était quand même dur à lire. Voilà. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que l'Enterpact insiste sur le fait que faut arrêter de parler de l'État, qu'il faut punir des États parce qu'un État il est constitué de ses hommes et qu'il faut que les hommes de ces États-là soient punis
individuellement en fait, et il faut arrêter de se cacher et de chercher l'immunité et de dire que non, je ne suis pas responsable, je n'ai fait qu'exécuter les ordres de l'État, parce que l'État finalement ben, c'est des personnes, voilà, c'est pas un esprit voilà, abstrait. Et ça a été aussi très intéressant de voir que ça a été en fait la toute première fois dans l'histoire que des dirigeants d'État sont passés devant le juge et ont été condamnés pour leurs crimes, ce qui est quand même assez grave. C'était assez drôle et agaçant de voir comment les États-Unis refusaient de parler d'accepter en fait le terme génocide. En fait, quand les Allemands ont été jugés devant le tribunal était constitué de 6 ou 8 juges qui représentaient en fait 2 par pays. Les pays représentés c'était la France, l'Angleterre, les États-Unis et les Russes. Donc voilà, c'était 8 juges et c'était ces pays-là qui étaient là pour punir les Allemands nazis. Et ils devaient tous se mettre d'accord en fait sur les jugements, vous devinez bien, et les États-Unis refusaient et faisaient leur maximum pour éviter de parler de génocide et refusaient de prononcer le nom, parce que si on parle de génocide, et ben, les premiers à punir ce sont les États-Unis eux-mêmes, parce que vu le génocide qu'ils ont commis envers les Indiens rouges, il y avait pas mal de choses comme ça qui étaient choquantes, qui étaient révoltantes, qui étaient énervantes. Et après, quand ils ont reconnu les crimes contre l'humanité, ils ont reconnu ça, mais à partir de 1939, voilà, tout ce qui est arrivé avant juin, je crois, 1939, c'est-à-dire le démarrage officiel de la Seconde Guerre mondiale, toutes les cruautés qui ont été commises avant, on ne va pas les punir. Voilà, la loi, elle commence à partir de juin 1939. Vous m'étonnez, voilà. Donc ça a été une excellente lecture, les deux, j'ai beaucoup aimé. Je vous laisse maintenant, pour que la vidéo ne dure pas 1 heure, je vous laisse avec le discours de Viet Thanh Nguyen, suivi de celui de Philippe Sands, pour ceux que ça intéresse de regarder. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut! To finish that collection, and another 3 years to publish it, perhaps I never would have even begun. In my naivete, I told myself that it would just take a couple of years to finish that short story collection, and then it would be sold and published, and I would be famous. I vaguely knew, but didn't really understand, how much writing would demand from me, how much it would dismantle me, much to my own grief, but ultimately for my own betterment as a writer. Il y a 20 ans de cela, j'ai commencé à écrire un recueil de nouvelles. Si j'avais su qu'il me faudrait 17 ans pour en venir à bout, et 3 de plus pour le publier, je ne l'aurais peut-être jamais commencé. Dans ma naïveté, je me disais que je terminerais ces nouvelles d'ici 2 ans, qu'ensuite elles seraient achetées et publiées, que je gagnerais des prix et que je deviendrais célèbre. Je savais vaguement, mais sans tout à fait comprendre, combien l'écriture exigerait de moi, à quel point elle me détruirait, à ma grande tristesse, mais au bout du compte, à mon plus grand profit d'écrivain. I learned about grief as I worked on that damned short story collection. I did not know what I was doing, and what I also did not know, facing my computer and a white wall, slowly turning pale, was that I was becoming a writer. Becoming a writer was partly a matter of acquiring technique, but it was just as importantly a matter of the spirit and a habit of the mind. It was a willingness to sit in that chair for thousands of hours, receiving only occasional and minor recognition, enduring the grief of writing, in the belief that somehow, despite my ignorance, something transformative was taking place. J'ai appris ce qu'était la tristesse en travaillant à ce satané recueil de nouvelles. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas alors que je pâlissais doucement devant mon écran d'ordinateur et mon mur blanc, que j'étais en train de devenir un écrivain. C'était en partie une affaire de technique à maîtriser, mais c'était tout autant une affaire d'âme et une habitude de l'esprit. C'était accepter de m'asseoir sur cette chaise pendant des milliers d'heures, recevoir quelques maigres louanges de temps en temps, endurer la tristesse d'écrire en restant convaincu que malgré tout, malgré mon ignorance, quelque chose d'important se produisait. It was an act of faith. Faith would not be faith if it was not hard, if it was not a test of believing in something that can neither be predicted nor proven by any scientific metric, something that may ultimately be useless. C'était un acte de foi.
La foi ne serait pas la foi si elle n'était pas intraitable, si elle n'éprouvait pas notre croyance en quelque chose, qui ne peut être ni prédit, ni prouvé par un quelconque indicateur scientifique, quelque chose qui peut fort bien se révéler inutile. I've told this story about my ignorance and my naivete, of my struggles and my doubts, because most readers are only aware of the final product of a writer's efforts. That final product, the book, appears brimming with confidence and knowledge. Confidence and knowledge and the metrics of evaluation and advancement that saturate our lives in schools, corporations, and bureaucracies obscure the mysterious, intuitive, and slow, sometimes very slow, ways in which art often operates. Much of what is crucial in art, or any work that matters to us, no matter what our field, can neither be quantified nor accelerated. Si je parle de mon ignorance et de ma naïveté, de mes combats et de mes doutes, c'est que la plupart des lecteurs ne connaissent que le résultat final des efforts d'un écrivain. Ce résultat final, le livre, semble déborder d'assurance et de connaissance. L'assurance et la connaissance, la mesure de l'évaluation et de la progression, l'assurance et la connaissance, la mesure de l'évaluation et de la progression qui saturent notre vie dans les universités, les entreprises et les bureaucraties. Tout cela éclipse les procédés mystérieux, intuitifs et lents, parfois très lents, par lesquels l'art souvent opère. L'essentiel de ce qui est crucial dans l'art ou dans tout travail qui nous importe, quel que soit le domaine, ne peut être ni quantifié ni accéléré. What is valuable about my world of the arts and the humanities is that they create spaces for this type of slow and perhaps useless thinking. By this I mean that we value the arts and humanities not simply for the material possibilities and rewards they may bring, like literary prizes. Rather, we should value the arts and humanities for their privileging of the mystery and intuition that makes moments of revelation and innovation possible. I think of the novelist Haruki Murakami, who compares writing a novel to digging a hole through deep rock to reach a source of water. To access mystery and intuition requires hard work and is a gamble, for there's no guarantee that we will find that source of water. Le plus précieux dans ces mondes des arts et des humanités qui sont les miens est qu'il laisse justement la place à ce type de réflexion lente et peut-être inutile. Et par là, j'entends que si nous aimons les arts et les humanités, ce n'est pas seulement pour les possibilités et les récompenses matérielles qu'ils peuvent nous donner, par exemple des prix littéraires. Non, nous devons les chérir parce qu'ils privilégient le mystère et l'intuition qui rendent possibles les moments de révélation et d'innovation. Je pense au romancier Haruki Murakami, pour qui écrire un roman est comme creuser un trou dans la roche épaisse afin d'atteindre une source. Accéder au mystère et à l'intuition exige beaucoup de travail. C'est aussi un pari, car rien ne garantit que nous trouverons cette source. Of course, I was lucky and found that source of water with The Sympathizer. The novel's journey out of obscurity began with winning the Pulitzer Prize. But the novel might as well just not have gotten it, might have stayed in obscurity because it lacked a prize, even if nothing in the novel was any different for having gotten a prize. The novel's good fortune only changes how people look at the novel, not the novel itself. I think of all the other novels that might have won that prize, or Le Prix de Meilleur Livre Étranger, or all the novels that didn't win prizes that could have or should have won prizes. Some of those unrecognized novels, as time will show, will be triumphant in literary history. The point is that prizes and all that they symbolize in terms of our taste, our judgment, our vanity, and our prejudices are ephemeral. What we are ignorant of in the present may be what the future will value. Bien sûr, j'ai eu de la chance et j'ai trouvé cette source avec Le Sympathisant. Son voyage hors de l'obscurité a commencé par l'obtention du prix Pulitzer. Mais mon roman aurait très bien pu ne pas l'obtenir et rester dans l'obscurité parce qu'il lui manquait un prix. Même si d'avoir eu ce prix n'a rien changé au livre. Sa bonne fortune modifie le regard que lui portent les gens et non le roman en tant que tel.
Je pense à tous les autres romans qui auraient pu l'obtenir, ce prix ou celui du meilleur livre étranger, ou à tous ceux qui n'ont pas eu de prix, à d'autres époques, et qui auraient dû ou pu en obtenir. Certains de ces romans mésestimés, le temps le montrera, triompheront dans l'histoire de la littérature. Bref, les prix et tout ce qu'ils symbolisent, eu égard à notre goût, notre jugement, notre vanité et nos préjugés, sont éphémères. Ce que nous négligeons aujourd'hui, l'avenir peut-être le chérira. Knowledge of this kind of ignorance leads to humility and also to the awareness that what may seem useless, because it is not rewarded and recognized, might one day be of the greatest usefulness. I thank Sofitel and the prize jury for their work in recognizing what is useful enough to be given a prize, but also for encouraging, in general, the uselessness of writing. 20 years ago, I took a risk in writing fiction, a risk that many people might think is useless. Perhaps my own parents thought so. They were refugee shopkeepers who never went to college and who worked 12 to 14-hour days nearly every day of the year. But to my parents' credit, they suppressed any skepticism. They were as ignorant as I was about the future, but they had faith in me. Perhaps that is all that writers want as they begin their journeys. Faith from others as they go in search of the mystery and intuition that exists within all of us. Thank you. Reconnaître cette ignorance-là incite à l'humilité et à la prise de conscience. Ce qui paraît inutile, car non récompensé et non reconnu, se révélera peut-être un jour des plus utiles. Je remercie Sofitel et le jury de contribuer à la reconnaissance de ce qui est utile pour recevoir un prix, mais aussi d'encourager de manière générale l'inutilité de l'écriture. Il y a 20 ans de ça, j'ai pris un risque en écrivant de la fiction, entreprise que beaucoup de gens peuvent juger inutile, à commencer sans doute par mes propres parents, commerçants réfugiés qui n'ont pas fait d'études et ont travaillé plus de 12 à 14 heures par jour presque tous les jours. Mais à leur crédit, ils ont ravalé leur scepticisme. Ils étaient aussi ignorants que moi de mon avenir, mais ils avaient foi en moi. Peut-être est-ce là tout ce que veulent les écrivains au début de leur voyage, que les autres aient foi en eux quand ils partent en quête du mystère et de l'intuition qui existe en chacun de nous. Merci. Par accident, en 2010, quand j'ai reçu cette invitation et qui a ouvert une porte, et après d'autres portes, et après encore beaucoup de portes, complètement inattendues. J'ai fini par écrire un livre, un essai, qui touche sur le mémoire, le silence, l'identité, et l'histoire de 4 hommes, 2 crimes et une ville. C'est une histoire qui dure à peu près 30 ans, qui passe sur certaines périodes, et c'est un livre qui est plein de détails. Et c'est un livre qui est écrit par un écrivain qui est universitaire, comme moi, qui est aussi avocat, et qui plaide devant les cours et tribunaux internationaux, et qui a appris que c'est souvent par les plus petits détails qu'on apprend les plus grandes vérités de la vie. Et c'est un livre qui suit cette idée que par la voie de ces détails, on peut mieux se comprendre. C'est vraiment un livre qui touche sur l'identité. Qui sommes-nous tous? La différence entre le crime contre l'humanité évoqué par le président de France hier, en parlant de la Libye, c'est que crime contre l'humanité protège, est une idée qui protège nous tous parce que nous sommes des individus. L'idée du crime de génocide, c'est l'idée qu'on a le droit d'être protégé, pas parce que nous sommes des individus, mais parce que nous sommes membres d'un groupe qui a droit à être protégé. Et l'histoire de ce livre, la tension de ce livre est la tension entre ces 2 idées fondamentales qui posent la question qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis anglais?
Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis X? Est-ce que je suis Y? Et comment est-ce que le droit peut me protéger? Le livre est paru en Angleterre en mai 2016. J'imaginais que ce serait un livre, comme presque tous les livres que j'ai écrits, il y aura 1 ou 2 mois d'intérêt, et après ça disparaîtra, et je continue avec mon travail quotidien. Ça n'a pas du tout été comme ça avec ce livre, et là, 18 mois plus tard, je me trouve ici à Paris, et avec des éditions qui vont paraître dans au moins une vingtaine de langues dans l'année qui vient. Évidemment, le livre, pour des raisons que je n'avais pas bien compris en écrivant, a touché plein de personnes un peu partout dans le monde. Mais de toutes les éditions qui ont déjà paru ou qui vont paraître, c'est clair que pour moi, l'édition française a une importance exceptionnelle pour, comme j'ai déjà évoqué, des raisons de famille. Je venais quand j'étais petit garçon très souvent à Paris, comme je l'ai évoqué dans le livre. Je passais des nuits aux rues de Maubeuge à côté.